Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. Vous devez certainement penser qu'avec le sujet du jour, les JDF ont décidé de faire de l'audience. Eh bien, détrompez-vous, si les troubles de l'érection sont un des marronniers des journalistes santé grand public, il n'en est pas de même chez les médecins qui boudent un peu le sujet. Pourtant, après 40 ans, ce trouble est loin d'être anodin, puisqu'en France, il paraît que près d'un homme sur 3 serait concerné. Une statistique qui laisse certains d'entre vous un peu sceptiques. Mais si le problème existe, comme les solutions sont nombreuses, il est délicat d'ignorer le sujet. Alors, les objectifs pédagogiques de cette émission sont les suivants. 1. Caractériser le trouble, petite panne ou réel problème. 2. Identifier la cause du problème. Enfin, connaître les traitements à disposition et les appliquer. Pour faire le point sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Thierry Lebray. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de service d'urologie et de transplantation rénale à l'hôpital Foch de Suresnes et, de surcroît, un de nos intervenants préférés. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions à nos invités, à notre invité, grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Et pour introduire le thème de ce soir, on commence tout de suite par la question du jour qui vous est posée dans la newsletter du journal de Fréquence M. Pour ceux qui n'y ont pas encore répondu, la voici. Quelle est l'étiologie la plus fréquente des troubles de l'érection? Les causes psychologiques, réponse 1. Les causes iatrogènes, réponse 2. Enfin, les causes vasculaires, réponse 3. Nous vous donnerons les résultats un peu plus tard dans l'émission. Alors, à vos claviers. Thierry Lebray, j'ai hésité sur les titres et en fin de compte, je me suis aperçu que le mot le plus fréquent pour dysfonctionnement érectile, c'était impuissance. Alors, impuissance, c'est péjoratif ou c'est autre chose? Alors, c'est un terme qu'on utilise de moins en moins pour deux raisons. D'abord, impuissance, il y a un côté culpabilisant pour le patient. Et donc, ça, c'est pas très agréable. Et puis ensuite, pour le médecin, il y a, eh bien, comme si on était impuissant pour traiter aussi la maladie. Donc l'impuissance, qui à l'origine était l'impuissance virile, c'était le terme qu'on employait, maintenant est abandonné et lorsqu'on est avec nos patients, on parle de dysfonction érectile ou d'insuffisance érectile. Rappelons ça serait plus simple de dire trouble de l'érection parce que les troubles de l'érection englobent d'autres. Parce que des troubles de l'érection, ça peut être par exemple une courbure, comme à la maladie d'Apéroni. Ça peut être des érections douloureuses. Là, quand on parle d'impuissance, comme vous l'avez fait, c'est une insuffisance érectile. Et l'OMS a bien défini la dysfonction érectile en disant c'est une érection insuffisamment rigide pour donner un rapport satisfaisant. Et le mot satisfaisant est important. Alors, heureusement qu'il y a l'OMS, parce que l'OMS, dès 1974, a dit que l'individu possède des droits fondamentaux, dont le droit à la santé sexuelle, au plaisir et le pouvoir de contrôler son activité sexuelle. C'était moderne en 1974 par rapport à ce qu'on enseignait dans les facultés de médecine? Je pense que la faculté de médecine était moderne aussi dans les années 60, parce que le concept de santé sexuelle de l'homme avait déjà été évoqué, et beaucoup de précurseurs, notamment dans la sphère urologique, combattaient justement pour essayer de mieux comprendre la dysfonction érectile. On ne peut pas dire que c'était un moment long de notre enseignement d'étudiants en médecine à cette époque-là, quand même. Enfin, c'est vrai. Alors, retentissement sur la qualité de vie important, ce n'est pas un problème anodin? C'est un problème qui touche d'abord l'homme et très vite le couple. C'est-à-dire que l'homme qui présente de la dysfonction érectile va se trouver dans une situation où, à chaque fois qu'il va avoir un rapport ou qu'il va avoir une tentative de rapport, va être dans le doute. Et ce doute va conduire soit à des conduites d'échappement, des fuites, ou bien va avoir des répercussions. Et souvent c'est le cas lorsque la situation perdure, eh bien sur le couple, avec des dysfonctionnements du couple qui sont majeurs, pouvant aller jusqu'à une conjugopathie, c'est-à-dire des troubles vraiment du couple en lui-même. Alors il faut quand même une vraie définition, c'est ce que vous nous l'avez donné, parce que j'ai vu que certains de vos confrères classaient toutes ces dysfonctions entre troubles du désir, de l'érection, de l'éjaculation, de l'orgasme, de la sensibilité. Donc aujourd'hui, on va uniquement s'intéresser au dysfonctionnement érectile. Alors, très classiquement, c'est vrai qu'on sépare les troubles qu'on dit de la libido, c'est-à-dire le désir, l'envie sexuelle, les troubles de l'érection, c'est-à-dire le moyen d'arriver au rapport, et puis il y a les troubles de l'éjaculation qui sont aussi extrêmement nombreux, avec en particulier l'éjaculation prématurée ou l'éjaculation précoce, qui sont les trois domaines dans lesquels on peut, lorsqu'on fait de l'enseignement, classer un petit peu.
Mais le problème majeur que l'on rencontre, et c'est pour cette raison qu'il y a une difficulté à la prise en charge de ces patients, c'est que ça s'entremêle. C'est-à-dire que lorsqu'on a une dysfonction érectile, on peut avoir un trouble de la libido, et puis on peut avoir des troubles de l'éjaculation. Et donc faire la part des choses est difficile, et très souvent il faut prendre le problème dans sa globalité. Alors comme on sait que s'intriquent aussi les problèmes de honte masculine face à des dysfonctionnements érectiles, comment on fait la différence, et c'était notre premier objectif, entre la petite panne, la panne normale, et le trouble qui nécessite un traitement? Alors, je dirais que... Dans la définition déjà. La définition, c'est très simple. On parle d'une pathologie ou d'un dysfonctionnement lorsqu'il y a une plainte du patient et quand le patient va avoir bien, la volonté de la prise en charge. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'une panne, très souvent, le patient passe à autre chose et puis le rapport suivant, ça marche. Ouais. Et donc, il oublie ou du moins... Il garde ça en mémoire, mais ça n'a pas d'influence réelle sur sa sexualité. Oui, mais quand vous dites qu'il faut qu'il y ait une espèce de souffrance, enfin, du moins une plainte, on peut imaginer qu'un homme qui a des rapports tous les jours va se plaindre. C'est un exploit déjà. Non, mais ou alors il y a beaucoup de gens qui mentent. Mais est-ce qu'il y a des chiffres, dire est-ce que déjà le rythme normal des rapports, à partir de combien de pannes il faut... Alors, Manuel du garagiste de l'érection. Tous ceux qui s'intéressent à la sexualité savent qu'il n'y a pas de normes. Et on ne peut pas donner un nombre de rapports hebdomadaires, mensuels ou dans l'exploit quotidien. D'accord. Mais par contre, on parle de santé sexuelle lorsque le couple est épanoui dans sa sexualité. Oui, mais alors là, les critères, c'est érection moins spontanée, moins fréquente, rigidité moins intense. Alors on peut tout voir. Faire la différence entre toutes ces formes de dysfonction érectile n'est pas fondamental. Mais on a soit des érections qui ne se maintiennent pas, ce qui est probablement le plus fréquent, soit qu'elles sont trop rares, soit qu'elles sont trop insuffisamment rigides. C'est trois domaines différents, mais encore une fois, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'identifier la plainte du patient de façon à rechercher une étiologie, puis ensuite de donner le traitement adéquat. Alors, on est bien évidemment devant une pathologie de l'âge. Et est-ce que c'est normal, en fonction de l'âge, d'avoir des dysfonctionnements érectiles? Certainement pas. D'abord, la première chose, ce n'est pas uniquement l'âge. On a la dysfonction érectile du jeune, qu'on appelle l'angoisse de performance. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un jeune qui a envie d'avoir une érection, qui est prêt à avoir une érection, prêt à avoir un rapport, et qui a une angoisse qui est telle qu'il va, par lui-même, sécréter des catécholamines qui vont être des antagonistes et qui vont freiner complètement son érection. Il appuie sur la pédale d'accélération, il a la pédale de frein en même temps. Et donc, il y a à la fois le monoxyde d'azote qui est le médiateur de l'érection, et de l'autre côté, les catécholamines qui sont, on va dire ça, le stress, l'angoisse de performance, qui vont freiner. Et comme c'est en compétition, eh bien, on va arriver à une sorte de, ce qu'on appelle vulgairement une demi-molle, c'est-à-dire une érection insuffisante. Une facilité, oui. Et ça, je suppose que bien évidemment, ce n'est pas les médicaments qui vont résoudre ça, c'est l'aspect psychothérapeutique. C'est une excellente question. Non, les médicaments, si les récepteurs sont bloqués par les catécholamines, les médicaments vont augmenter la concentration monoxyde d'azote, mais on peut en mettre des kilos. Ouais. Si c'est bloqué, c'est bloqué. Ouais. Donc, les médicaments comme le Viagra et tous les autres qu'on connaît maintenant ne vont pas avoir l'effet escompté. Et là, c'est encore pire parce que le patient va avoir son angoisse de performance et il va le dire « je n'arrive pas même avec les médicaments ». D'où la nécessité de la prise en charge. Donc, vous répondez oui quand je disais que ce n'était pas les médicaments, mais la psychothérapie. Complètement. À quel âge, donc c'est normal, vous dites qu'il n'y en a pas. Est-ce que c'est... on dit aussi que les hommes attendent généralement 3 à 5 pannes avant de franchir la porte du cabinet médical. Alors, je ne sais pas d'où vient cette statistique. Je ne sais pas non plus. On l'a lu. Très clairement, ça ne correspond pas à grand-chose. Les deux sources de plainte, c'est l'homme qui voit sa dysfonction devenir quotidienne ou régulière, et l'autre côté, c'est la femme qui pousse l'homme à aller consulter. Est-ce que plus on attend, plus ça sera difficile de sortir du problème? Très probablement, parce qu'il y a un enquistement et surtout il y a des comportements de fuite, c'est-à-dire qu'on va mettre la sexualité petit à petit de côté. Oui. Alors quand même, on note une
une évolution dans le comportement sexuel des Français. Je pense que nous, les médias, on n'est pas étrangers à cette prise de conscience et au fait de leur dire consultez, il y a des choses à voir. Les médecins non plus. Et ça, on va y venir, j'en suis pas tout à fait... Non, je crois que maintenant, on a bien pris conscience de la santé sexuelle des hommes et des femmes sur le territoire national. Et dans nos facultés de médecine, contrairement à avant, et vous le rappeliez avant, il y a maintenant un enseignement, probablement insuffisant encore, mais un enseignement sur les troubles de l'érection, les troubles de la libido, les troubles de l'éjaculation. On parle du déficit androgénique lié à l'âge, ce qu'on appelle l'andropause. Ouais. Tout ça, c'est maintenant, à la fois dans le programme de l'internat, donc les jeunes se forment, et puis un enseignement à la faculté. Vous nous rassurez, je ne sais pas si ça rassure les Français, mais on va voir. Alors avant de passer à la deuxième partie de l'émission, voici les résultats de la question que l'on vous a posée. Quelle est l'étiologie la plus fréquente de troubles de l'érection? Eh bien, les résultats viennent d'arriver sur mon iPad. Psy, 78%, iatrogène, 4%, vasculaire, 18%. Alors, énormément de réponses sur le questionnaire de la newsletter. Je ne sais pas là s'il y en a eu beaucoup en direct, mais ça vous paraît être... je ne suis pas du tout d'accord. Alors, allez-y. Non, je ne suis pas du tout d'accord pour une raison, c'est que toute dysfonction érectile a une part de psychogénique. Donc, on aurait dû mettre 100. Non, c'est mixte. C'est-à-dire qu'il y a rarement du 100% psychogénique, mais il y en a. Mais dès qu'on a une pathologie organique, qu'elle soit vasculaire, qu'elle soit tissulaire, qu'elle soit neurogène, qu'elle soit endocrinienne, dès qu'il y a une pathologie organique, eh bien se crée ce que j'ai un peu appelé l'angoisse de performance. C'est-à-dire qu'il y a un côté psychogénique qui arrive obligatoirement. Donc, c'était pas facile de répondre à cette question. C'était pas facile, mais c'était une bonne question d'introduire le sujet de l'étiologie. Alors, allons, on y va sur les causes. Donc, moi, j'aurais pensé que... on va reciter l'OMS parce que l'OMS dit « Les personnes présentant des troubles des fonctions sexuelles ont droit à un diagnostic et à une prise en charge médicale adaptée. » Toujours l'OMS, hein, c'est un sujet, c'est rare que l'OMS soit aussi directif. Origine vasculaire. Alors moi je m'étais dit athérosclérose, hypertension artérielle, tabac et tout. Première cause, non. C'est une cause très importante parce qu'on sait que la dysfonction érectile est très souvent un des premiers signes de l'artérite et des troubles vasculaires. Et donc c'est très important, et en particulier à la faculté pour l'ensemble des spécialités, que ce soit la médecine générale, l'endocrino, le vasculaire, les cardiologues, de dire que lorsqu'il y a une dysfonction érectile, il faut rechercher une cause vasculaire, surtout chez l'homme qui a des facteurs de risque et après 60 ans. Et surtout rechercher un diabète. On dit même que la dysfonction érectile est un des éléments d'apparition du diabète. Alors, la question qui se pose aussi, c'est pourquoi rechercher une étiologie? Parce qu'on va voir dans les traitements, il n'y a pas beaucoup de variations. Pourquoi rechercher une étiologie? D'abord, la première chose... Parce que s'il y a un diabète, c'est quand même important d'aller le savoir. Oui, en général, le diabète, on devient insuffisant érectile. Mais ce qui est intéressant, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est d'expliquer au patient. Car le patient, il veut savoir pourquoi lui et pas son voisin. Pourquoi le médecin qui le regarde en blouse blanche est considéré comme un homme avec une érection et que lui, il arrive pour exprimer un malaise extrêmement important. Tous les autres hommes qu'il voit dans la vie sont des symboles d'érection. Et donc, il va falloir lui expliquer pour quelles raisons. Et ne pas faire non plus de la culpabilisation, c'est-à-dire vous avez fumé, donc vous avez la dysfonction érectile. Mais il a besoin de savoir, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est pour faire de la prévention, c'est-à-dire que ça va permettre de dire aux patients, attention au tabac, attention à équilibrer votre diabète, attention à tous les risques cardiovasculaires, l'obésité, etc., etc. Donc pour vous, ce n'est pas une porte d'entrée vers les bilans d'arriver à une dysfonction érectile, c'est une conséquence chez des patients dont vous connaissez déjà le profil. Je dirais c'est les deux, mon capitaine, c'est-à-dire qu'à la fois, ça permet d'avoir une entrée pour faire une recherche de causes qui pourraient aggraver les pathologies neurovasculaires et puis les pathologies liées à tout ce que l'on connaît, à sa fois l'obésité, l'hypertension, etc. Mais c'est aussi une manière d'expliquer aux patients comment prévenir le surrisque. Alors on passe sur l'origine neurologique parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de accidents vasculaires, il y a plein de maladies neurologiques qui ne se traduisent pas. Je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes sur l'origine iatrogène. Pour avoir été à titre personnel une victime des bêta-bloquants, je trouve que les médecins n'attirent pas assez l'attention de leurs patients sur ce problème. Alors c'est toujours une question de hiérarchie.
tout médicament est iatrogène, quel qu'il soit. Oui, mais on parle de dysfonctionnement érectile. La dysfonction érectile... Les bêta-bloquants le sont, alors que tous les antihypertenseurs le sont. À plus ou moins grande, oui. Oui, et puis ça dépend de la réaction de chacun. Oui. La iatrogénie, elle se voit dans les 5 domaines que j'ai cités. Il y a la iatrogénie au niveau psychologique, il y a la iatrogénie au niveau vasculaire, au niveau neuro, au niveau endocrinien et au niveau tissulaire. Donc, sur les bêta-bloquants et tous les antihypertenseurs, effectivement, il y a une action délétère sur la qualité de l'érection. Oui. Mais l'hypertension artérielle est délétère et les antihypertenseurs également. Donc, à un moment donné, on va se retrouver dans une situation difficile. Bon, on aurait pu citer les antidépresseurs et plein de médicaments. Donc, c'est quelque chose que on doit avertir le patient. C'est simplement... L'idée, c'est de dire que les médecins qui nous écoutent doivent savoir qu'un grand nombre de médicaments pourraient avoir un effet sur le dysfonctionnement érectile. Si on veut chercher une étiologie, je pense qu'il faut avoir les idées claires. Il faut garder, je reviens dessus, les 5 colonnes psychologique, tissulaire, vasculaire, neurologique, endocrinien. Et puis ensuite, les lignes, c'est de savoir est-ce qu'il y a une cause acquise, une maladie, est-ce que c'est iatrogène ou bien est-ce que c'est à la naissance. Et donc là, on va retrouver, et dans les 3 x 5, 15 cases, on peut trouver des étiologies. Alors, vous les urologues, vous êtes des grands pourvoyeurs de dysfonction érectile parce que vous intervenez sur la prostate et que, je vous provoque un peu, vous allez me dire que ce n'est plus le cas, mais est-ce que les interventions sur la prostate se traduisent souvent par des dysfonctionnements érectiles? Tous ceux qui interviennent sur la prostate prennent un risque sur la fonction sexuelle. On cite les chirurgiens, on peut citer les radiothérapeutes, on citera bien sûr les oncologues médicaux avec les chimiothérapies, on cite aussi les urologues sur l'hormonothérapie. Dès que l'on s'attaque à un problème de prostate, on a un risque. Ce risque est minime si on fait une résection de prostate ou si on enlève un adénome. Il devient plus important si on va enlever un cancer. Et c'est à quel on a des pourcentages Les pourcentages, alors, les pourcentages varient énormément dans la littérature. C'est-à-dire que... Ça varie selon la personne qu'opère ou non, selon la localisation du cancer. Si le cancer est localisé de part et d'autre, à côté des nerfs érecteurs, des bandelettes neurovasculaires, on ne peut pas garder les érections tout simplement parce que l'exérèse doit retirer tout le cancer et donc il y a des lésions collatérales. À l'opposé, si le cancer est à l'intérieur et si l'on peut préserver les bandelettes neurovasculaires, ce n'est pas un problème. Et de la même manière avec les autres techniques, eh bien, on peut essayer de jouer avec... Vous donnez une estimation du risque à vos patients? À chaque patient, on estime en fonction de nos propres résultats et en fonction de la littérature. Si on parle des nouveaux traitements comme l'ablatherme, c'est-à-dire ce sont les ondes focalisées de haute intensité, maintenant on va pouvoir cibler des zones où il y a le cancer et donc respecter d'autres où il peut y avoir des éléments nobles comme les bandelettes neurovasculaires. Alors, on va revenir un peu à l'âge, parce qu'on est dans l'origine hormonale. Est-ce que c'est la déficience de testostérone qui est en cause? Et est-ce que pourquoi on ne donne pas la testostérone aux gens qui ont des déficits Alors, c'est un vaste sujet qui mériterait presque une émission, la testostérone. La testostérone est indispensable à l'équilibre de la sexualité, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle dans la libido et elle joue un rôle également dans l'érection. Mais il y a bien d'autres rôles sur l'hématopoïèse, sur la construction osseuse, sur le muscle, etc. Cette testostérone, lorsqu'elle diminue avec l'âge, peut entraîner une diminution de la libido associée à dysfonction érectile. Et il est tout à fait possible, en respectant les contre-indications, de faire des supplémentations en testostérone. C'est vraiment quelque chose que l'on fait quotidiennement. Dans le bilan d'un dysfonctionnement érectile, il y a un examen de sang qui comporte le taux de testostérone systématique ou pas? Dans les examens paracliniques, le seul vraiment qui peut être utile, je dis bien le seul, c'est le dosage biologique de la testostérone associé à d'autres dosages sanguins, testostérone totale et biodisponible, c'est-à-dire celle qui va être facilement dosable. Je ne parle pas de la testostérone libre qui est beaucoup plus complexe à doser. C'est systématique dans votre sens? Non, ça se dose lorsque l'on est dans une suspicion de déficit androgénique lié à l'âge, c'est-à-dire un homme de plus de 65 ans, avant ça ne sert pas à grand-chose, et avec à la fois dysfonction érectile et trouble de la libido. Et puis bien sûr, tous ceux qui ont eu
des cancers du testicule bilatéraux, où il y a eu des atteintes, etc., où là, effectivement, à un âge plus jeune, on peut avoir des hypoandrogénies. On pourrait passer beaucoup de temps sur ce sujet-là. Je m'aperçois que j'ai prévu trop de questions par rapport au temps qui vous est imparti, professeur Lebray. Alors on va faire vite. Pour l'histoire des origines psychologiques, j'ai retenu ce qu'on me disait autrefois. On dit que l'absence de cause organique se caractérise par la conservation des érections nocturnes et matinales. C'est vrai? C'est faux, c'est autrefois. Voilà, on balaye. Alors écoutez, avant de passer au troisième objectif pédagogique de l'émission, je vous rappelle que nous attendons vos questions plus que jamais. Profitez-en, c'est le moment. Le médecin généraliste est l'interlocuteur de la dysfonction érectile. Le premier, il est fondamental. Ouais. Pourquoi? Parce que ça va être la première personne à qui on va en parler. Et il faut faire très attention. Ce que j'explique toujours aux étudiants en médecine, c'est que soit on est formé et intéressé, et il faut continuer à prendre en charge ce patient. Soit c'est un domaine dans lequel on n'a aucune envie de s'investir et globalement, on n'a pas envie d'aller beaucoup plus loin. Le message clair qu'il faut faire passer à nos collègues, c'est de dire ne mettez pas une serviette ou un plateau en disant « bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas ». Non, c'est une plainte. Il faut à ce moment-là l'écouter, l'aiguiller et éventuellement passer la main à des collègues qui sont plus investis. Mais surtout ne pas qu'on soit investi mettre de côté ou la question. Monsieur Lebray, c'est le 158e motif de consultation. Ça veut donc dire qu'il y a peu de chances que le patient en parle très très spontanément. C'est donc au OMG de faire le premier pas. Non, votre chiffre n'est pas bon. Ah bon? Je vais vous dire pourquoi. Ce chiffre-là, c'est celui qu'on retrouve... C'est celui de la Société française de médecine générale. Oui. Alors, je vais vous expliquer pour quelle raison il est faux. Parce que c'est pas vous fâcher avec eux, hein, pas du tout, non, non. Mais j'ai d'excellentes relations avec la médecine générale et je pense que vraiment, sincèrement, c'est un métier où on a probablement beaucoup d'efforts à faire sur la formation au niveau de nos universités parce que vraiment, c'est un métier qui est exceptionnel. Et donc, pour répondre à votre question, souvent, ce n'est pas la plainte primaire. C'est-à-dire que le patient vient pour toute autre chose. Je pisse mal, j'ai des essoufflements. Et puis à la fin de la consultation, alors que la situation est quasiment claire, on a fait le diagnostic d'une hypertrophie bénigne de prostate, d'une dyspnée d'origine XY, je serais bien incapable d'en parler plus. Et au fait, je voulais vous dire aussi, bon, ça ne va pas très bien avec Non, mais attendez, là, vous êtes en train de dire que c'est le patient qui fait le boulot, alors que c'est au médecin quand même de poser la question à partir de 65 ans. C'est pas un médecin. Non. Et si on n'en parle pas... Non, il n'y a aucune politique de dépistage de la dysfonction érectile, donc ce n'est pas au médecin d'en parler. On n'est pas obligé de faire des politiques de dépistage, on peut aussi poser des questions de bon sens à partir d'un certain âge. Mais si vous voulez, en gros, aujourd'hui, la question sur la dysfonction érectile peut être vécue comme inquisitrice, c'est-à-dire, est-ce que, voilà, s'il n'y a pas de plainte, est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on va demander à toutes les femmes qui viennent en cabinet, est-ce que vous avez des fuites urinaires? Non. Donc, c'est si vous voulez, c'est peut-être une tort de ne pas le faire, mais bon. En tous les cas, on compte sur les patients et sur les femmes. Mesdames, aidez vos maris à remonter la pente, c'est un slogan. On envoie à l'urologue ou au sexologue? Je pense qu'on peut envoyer à l'un ou à l'autre en fonction d'abord de son réseau et en fonction de l'aspect, on va dire, primaire de la dysfonction érectile. Si on est sur des éléments qui orientent vers l'organicité, il vaut mieux avoir un bilan premier par l'urologue. Si par contre on est dans une cause psychogénique évidente, à ce moment-là, on va aller plutôt sur le sexologue. On passe au traitement, les solutions existent. Alors, sur une étude, 16% des patients présentaient des troubles de l'érection et parmi eux, la moitié seulement souhaitaient prendre un traitement. Vous avez ce type de refus dans les prises en... Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une peur. Cette peur, elle est due à la mise en place d'une politique qui a été à l'origine un petit peu d'une peur qu'on a vue avec l'arrivée du Viagra il y a quelques années, où on expliquait qu'il y avait des risques importants, en particulier cardiaques, et il y a été décrit des décès, et on a fait un peu un amalgame, ce qui fait qu'il y a toujours un peu une peur. La peur de l'homme, et très souvent, c'est la femme qui, lors de la consultation, dit non, on ne va pas en prendre parce qu'il y a un risque. Donc, le rôle du médecin, c'est d'expliquer qu'il existe des contre-indications à ces traitements oraux, puisque c'est les traitements oraux, que ce soit le sildenafil, le taldénafil ou tous les autres, mais
Une fois qu'on a bien vérifié l'absence de contre-indication, c'est des traitements qui sont extrêmement bien supportés. Alors donc, pas de problème, hein. On fait comment le tri dans les nouvelles molécules, les inhibiteurs de la phosphodiesterase, bon, molécules princeps, et puis on en voit apparaître régulièrement. Comment on fait le tri quand on est médecin généraliste devant les différentes propositions? C'est suivant, je passe le week-end avec ma secrétaire, ou je rentre ce soir à la maison. C'est plutôt l'objectif qui fait la prescription? Voilà, il y a deux types de prescription des inhibiteurs de la phosphodiesterase. Vous me l'aviez raconté comme ça, c'est pour voilà. ça. Non, mais c'est deux types. Soit c'est une sexualité très régulière, très rythmée, c'est-à-dire le rapport qui est prévu à l'avance. Et là, c'est vrai qu'on est sur une prise juste avant les rapports, aux doses, que ce soit 10 mg, 20 mg ou 100 mg en fonction de la molécule. Et puis, il y a ceux qui veulent oublier un petit peu cette prise médicamenteuse avant l'acte et qui, à ce moment-là, vont en prendre en continu à des doses très faibles, 5 mg du Cialis, que l'on va prendre sur une longue période. Et à ce moment-là, on oublie. Ensuite, il y a des petites différences entre les molécules. Il y a celles qui ont une action un peu plus longue, il y a celles qui ont un petit peu moins d'effets secondaires, il y a celles qui ont une action rapide, et c'est important aussi. Moins d'effets secondaires, parce qu'il y a des effets secondaires? Oui, on peut avoir de temps en temps des effets secondaires qui sont des bouffées de chaleur, on peut avoir des crampes, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des bouffées vasomotrices, et donc il y en a qui sont plus ou moins bien tolérés. On peut tester les différents... Vous conseillez de tester avant d'en prendre, de tester tout seul En général, on n'emploie pas le mot test, mais on donne une prescription au patient. Et s'il revient en disant bah, « écoutez, j'ai arrêté parce que j'ai eu des crampes ou j'ai eu tel ou tel effet secondaire », à ce moment-là, on peut passer sur une autre molécule. Comment vous faites? C'est un questionnaire très précis, j'allais dire, très impudique. Non, le questionnaire, il est extrêmement simple. Il est toujours, et on revient toujours à la définition de l'OMS, c'est-à-dire qu'on demande aux patients est-ce que les érections sont satisfaisantes pour avoir des rapports sexuels? Et c'est une non, mais comme vous dites, il y a tellement de catégories de prescription en fonction du temps que l'on veut. C'est quand même une enquête. Ah ben, lorsqu'on prend en charge un patient ou un couple en dysfonction érectile, il faut savoir que l'on va rentrer dans l'intimité. C'est-à-dire que le but, c'est de connaître un petit peu quels sont les dysfonctionnements et comment ils arrivent, comment ils sont vécus et comment on va pouvoir les traiter. Et c'est vrai qu'en fonction de la forme de sexualité, en fonction du rythme, en fonction d'autres éléments, eh bien on va pouvoir orienter plus ou moins avec les caractéristiques qui ne sont pas franchement complètement opposées, mais il y a des petites différences entre les différentes molécules, les 4 grandes en tous les cas qu'on peut utiliser. Sur des gens qui malheureusement n'ont pas d'effet suffisant avec les médicaments, les solutions non médicamenteuses, les pompes à vide, les implants péniens, c'est des choses que vous utilisez? Oui, alors on utilise l'ensemble des autres thérapeutiques. Il y a bien sûr les injections intracaverneuses qui sont largement utilisées, qui sont extrêmement pratiques parce qu'elles permettent d'avoir quasiment à coup sûr une érection de bonne qualité. Il y a effectivement ce qu'on appelle le vacuum, c'est-à-dire une pompe à vide, comme vous l'avez décrit, qui permet effectivement d'avoir sur des patients bien ciblés une érection de bonne qualité, même si elle manque de tenue, elle a quand même cette rigidité qui permet d'avoir un rapport. Et puis il y a les implants péniens. Les implants péniens, on en met beaucoup. C'est après échec thérapeutique? C'est en général après échec thérapeutique. Les implants péniens, il y en a 2 sortes. Ceux qui sont dits semi-rigides, c'est-à-dire que la verge est toujours rigide, même si elle n'est pas tout le temps en mode érection verticale. Et puis il y a ceux qui sont plus utilisés, c'est-à-dire les prothèses ou les implants, on appelle ça plutôt implants, qui sont gonflables, c'est-à-dire qu'il y a une petite pompe qui permet de mettre la verge en érection ou le pénis en flaccidité. Et c'est pour des gens qui souffrent, parce que ça commence, c'est assez compliqué comme méthode. Alors c'est probablement compliqué quand on est à la regarder à une vision extérieure. Quand c'est soi qui vraiment est dans la souffrance de la dysfonction érectile, et lorsqu'on va jusqu'à l'implant pénien, le taux de satisfaction était extrêmement important. C'est-à-dire que les patients à qui on a vraiment proposé cet implant, qui sont bien sélectionnés, ont une appréciation importante et surtout, ils l'utilisent de manière
bien appropriée. Donc les médecins qui connaissent mal le sujet mais qui ont envie de résoudre ce problème n'hésitent pas à en parler à leurs patients. Oui, je pense que c'est une prescription spécialiste, quoi. Alors là, on est vraiment dans le domaine de la chirurgie. Pour les implants péniens, on est dans le domaine de la chirurgie et on est dans le domaine de la connaissance. C'est-à-dire que la première réaction face à un corps étranger qu'on va implanter pour une maladie fonctionnelle, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à réticence. Mais au quotidien, les patients qui en sont satisfaits, encore une fois. Allez, on va passer tout de suite à vos questions. Alors, d'abord, quelqu'un qui nous dit, vous n'avez pas parlé ou insisté plutôt sur les contre-indications du Viagra qu'on trouve maintenant en vente libre partout. Ce n'est pas un médicament anodin. Non, je pense que, comme je l'ai rappelé, tout médicament peut avoir sa iatrogénie et s'il faut rappeler les contre-indications de tous ces inhibiteurs de la phosphodiéstérase, il faut vraiment essayer de se concentrer sur les deux domaines qu'on connaît bien, qui sont tout ce qui est vasodilatateur, c'est-à-dire la contre-indication de la prise de dérivés nitrés en concomitant, et puis tous les autres dérivés qui peuvent donner des vasodilatations, les poppers, etc. Et de l'autre côté, on a une pathologie qui est extrêmement rare, mais qu'il faut quand même toujours rechercher, qui est la rétinite pigmentaire. Ce sont les deux grandes contre-indications. Ouais, cela dit, quand on va acheter ça en vente libre, on n'a pas alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de ça, donner la possibilité d'avoir un rapport, c'est-à-dire de donner une érection ou la possibilité d'avoir une érection, c'est comme si on faisait un certificat médical comme quoi le patient est apte à faire du sport. Car il faut se souvenir que l'activité physique d'un rapport sexuel, c'est une activité qui peut être soutenue. On dit que c'est comme monter un étage. Deux étages pour faire. Oui. Enfin, ça peut être aussi en sprint et faire 6 étages. D'accord, ok. Ça dépend de chacun. Ça dépend. Mais voilà, on apprécie après ses performances. Alors, l'association tamsulosine, c'est un alpha-bloquant, ça. Oui. Tadalafil, est-elle indiquée en cas de dysfonction érectile et adénome de la prostate? Alors, c'est une vaste question. Il y a eu une étude qui a montré que le Cialis avait une action bénéfique sur la dysurie de l'homme qui avait une hyperplasie de prostate. C'est-à-dire que lorsqu'on a des signes fonctionnels urinaires type HBP, c'est-à-dire hypertrophie bénigne de prostate, des difficultés à uriner, des mictions fréquentes, de la polyurie, etc., la polacurie, eh bien, le Cialis améliore les choses. L'association avec les alpha-bloquants a été décriée, mais aujourd'hui, il y a quand même énormément d'urologues qui l'utilisent. Quel risque de faire un priapisme sous Viagra? Il est quasi nul. Le priapisme, c'est une autre pathologie de l'érection. Le priapisme est une pathologie d'abord qui est très rare. Iatrogène, c'est les injections intracaverneuses qui peuvent en donner. Et puis bien sûr, dans les autres étiologies qu'on ne va pas énumérer aujourd'hui, il y a toutes les leucoses et puis toutes les maladies neurologiques. Mais dans le iatrogène, c'est essentiellement les drogues, le H ou la cocaïne qui peuvent donner ce genre d'érection prolongée, puis des priapismes. Mais sous inhibiteur de la phosphodiestérase, c'est exceptionnel. Justement, question, qu'en est-il des injections intracaverneuses? Alors les injections intracaverneuses, on utilise toujours le même produit, les prostaglandines. Il y en a 2 dans le commerce qu'on peut utiliser l'un comme l'autre avec des doses de 10-20 mg. On peut descendre à 5 microgrammes, et on les utilise lorsque les traitements oraux n'ont pas été efficaces. Qu'est-ce que vous pensez des questionnaires que l'on trouve sur Internet? Pour ma part, nous dit notre médecin, je m'en sers car cela facilite le dialogue avec les patients. Alors, je dois vous dire que moi, je suis allé voir les questionnaires. Je n'ai pas trouvé que c'était aussi formidable que nous le disent. Non, par contre, je suis d'accord avec lui. Ça peut parfois être la première approche. C'est-à-dire, on donne le questionnaire et en fonction de ça, eh bien, on a une possibilité d'ouvrir la discussion et de voir un petit peu quelles sont les possibilités de traitement. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, mais un de nos téléspectateurs dit quand il y a des troubles de l'érection qui restent tabous, ceux de l'adolescence, comment les dépister, les aborder, sont-ils très différents? Alors, on a vu tout à l'heure ce problème de conflit entre les catécholamines et comment on dépiste? Parce qu'ils ne viennent pas consulter les... Si. Ah, ils viennent consulter parce que c'est un énorme malaise.
C'est un énorme malaise quand un adolescent a ces problèmes d'érection, l'adulte jeune de la même manière. Et là, je crois que la seule chose qu'il faut faire en premier, c'est de prendre son temps. C'est probablement les consultations qui sont les plus longues parce qu'il va falloir d'abord mettre le jeune à l'aise. Parler de sexualité à un médecin, c'est pas simple. Et donc la première chose, c'est d'essayer de dédramatiser. La première chose, c'est de savoir parler de masturbation, ce qui n'est pas enseigné à la faculté, je vous l'accorde. Mais il faut savoir que... Mais beaucoup pratiqué pendant les études. Probablement. Juste... mais il faut savoir expliquer aux jeunes comment on peut déculpabiliser et comment on peut diminuer cette angoisse de performance et cette approche de la sexualité qui est terrifiante pour un jeune qui a eu une panne. Je suis surpris qu'ils viennent le voir spontanément, sauf si les médias, quand ils ont un rôle fondamental dans ces troubles d'érection, avertissent les adolescents que ça peut se passer. Parce que je suppose qu'un adolescent qui a un problème de dysfonctionnement érectile doit être paniqué et pas en parler. Enfin... Alors, ça peut arriver, hein, Ouais. ça peut avoir ensuite effectivement des conséquences dramatiques psychologiques allant jusqu'à la psychiatrie, on est tout à fait d'accord. Mais pour en avoir quand même quelques-uns qui régulièrement viennent en consultation nous voir, on peut dire qu'il y a de moins en moins de tabous. Allez, il faut qu'on termine à l'heure, mais on a énormément de questions qui arrivent. On va essayer d'aller assez vite. La consultation doit-elle se faire en présence de la compagne ? Vrai oui ou non, question. Peu importe. Bah oui, mais oui ou non. Il n'y a pas de règle. Bah, si vous dites non, vous êtes sûr que s'il y a un problème, il n'y aura pas de problème, quoi. Sinon, si vous donnez le choix, c'est difficile pour quelqu'un dire à sa femme, on va parler de sexualité, est-ce que tu peux sortir ? Non, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque c'est en fin de consultation avec la femme, en général, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas besoin de sortir. Et deuxièmement, s'il a envie d'en parler seul, il viendra seul. Donc, il n'y a pas en tous les cas à imposer de voir la femme, ça c'est certain. Est-ce qu'on peut demander l'anonymat dans une consultation ? La réponse est oui, bien évidemment. Oui, mais elle n'a pas encore d'intérêt. On est toujours dans l'anonymat dans une consultation. Le secret médical est prime. Alors, ça doit être un amateur de Jackie Michel. Vous passez sous silence les sites porno. N'est-ce pas le meilleur moyen pour faire un test d'épreuve ? C'est-à-dire la baisse de désir. Alors, tout ce qui peut être stimulation visuelle, on va parler médical, est utilisé non pas dans les troubles de l'érection, mais dans les troubles de l'éjaculation. On pourrait faire une émission sur l'éjaculation prématurée. Je vais revenir toutes les semaines, hein, vous avez remarqué. L'éjaculation prématurée, parce que là, on va utiliser la stimulation visuelle pour apprendre à dominer son éjaculation. Mais même pour le dysfonctionnement érectile, pour voir si quelqu'un ne peut avoir plus de désir sexuel avec sa compagne. On n'a absolument pas besoin de Cela dit, ils l'ont fait avant de venir vous voir, je suppose. Non, mais on n'a pas besoin de cette stimulation. Ce qui est important, c'est parfois de dire effectivement, est-ce que par masturbation, vous arrivez à renforcer votre érection ? Est-ce qu'un cancer du pénis peut être révélé par un trouble de l'érection ? Non. Non, le cancer du pénis, c'est des cancers qui touchent essentiellement le gland et qui sont les épidermoïdes. C'est les patients qui ont une hygiène défectueuse et qui vont avoir une irritation qui vont amener à avoir cette tumeur du gland qui arrive. On a énormément de questions. Je suppose que certains non-médecins ont dû réussir à trouver le lien pour écouter cette émission. Bon, j'ai eu la chance de pratiquer la médecine dans plusieurs pays. Il y a très forte différence entre les continents. Existe-t-il des facteurs environnementaux ou culturels sur le dysfonctionnement érectile ? Et ce sera ma dernière question. C'est une question qui me rend très mal à l'aise parce que je suis incapable d'y répondre. Les facteurs culturels, bien sûr. Les facteurs religieux, bien sûr. Environnementaux, oui, probablement. On a vraiment maintenant beaucoup d'éléments pour dire qu'en andrologie, c'est fondamental. On pourrait parler de la stérilité et de l'infertilité masculine due aux pesticides, due au climat, etc. Dans la dysfonction érectile, probablement, ça joue un rôle mineur. Il y a de plus en plus de médecins qui font de l'hypnose. On a vu dans les émissions. Est-ce que vous avez une expérience d'hypnose? Non, mais je n'ai pas mes érections sous hypnose, mais non. Non, attendez, je vous demande pas je vous dis simplement, est-ce que vous pouvez prescrire de l'hypnose? Bon, écoutez, on va dire merci à Thierry Lebret d'avoir participé à cette émission. Je vais vous laisser le mot de la fin en guise de conclusion. Qu'est-ce que ça serait le take-home message, comme disent les Anglais, le message à emporter à la fin d'une émission comme celle-ci? D'abord, vous faire partager un enthousiasme pour la prise en charge de ces patients et de dire que tout médecin, quelle que soit sa spécialité, il suffit de s'intéresser à la sexualité pour déjà
prendre en charge des patients qui ont ce message d'angoisse de dire j'ai eu une panne ou j'ai une dysfonction érectile. Et ensuite, le deuxième message, c'est surtout de ne pas laisser tomber le patient en disant ce n'est rien, on en parlera plus tard parce qu'il ne reviendra pas en reparler. Donc toujours quand il y a ce cri d'alarme de la dysfonction érectile, savoir ouvrir la porte, pas ouvrir ses chakras, et dire que la discussion est possible et qu'on va l'accompagner pour essayer de régler ce problème qui touche, comme vous l'avez rappelé, beaucoup d'hommes. Vous êtes vraiment toujours très bon comme d'habitude. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour nous laisser vos commentaires, suggestions et dire merci au professeur Lebray, jdflemoine@gmail.com. Pour revoir toutes nos émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com, rubrique Fréquence Médicale TV. La semaine prochaine, une émission consacrée à la rééducation et à la réhabilitation important avec le professeur François Renoux. Bonne soirée à tous et en attendant, portez-vous bien.